L'actualité vue par nos éditorialistes, c'est comme chaque semaine, une semaine dans le monde avec à mes côtés aujourd'hui Anne Niva, grand reporter. Votre dernier ouvrage, Dans quelle France on vit, est paru aux éditions Fayard. C'était à l'occasion de l'élection présidentielle. Vous étiez allé à la rencontre des Français. Également avec nous, Laure Simoes, Cartooning for Peace. Merci d'être avec nous, Laure. Merci aussi à José-Manuel Lamarque, grand reporter à France Inter, et à Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. On évoquait à l'instant le sort de la Catalogne, l'Europe qui ne s'implique pas, et l'Europe justement, il en a été question dans le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron en milieu de semaine à la Sorbonne, le président français qui propose rien de moins qu'une refondation de l'Union européenne avec un modèle en tête, celui d'une Europe à plusieurs vitesses où les coopérations renforcées prennent le pas sur le seul marché unique, notamment avec une convergence de l'impôt sur les sociétés au sein de la zone euro et un budget et un ministre des Finances commun. Écoutez. Un budget ne peut aller aussi qu'avec un pilotage politique fort, par un ministre commun et un contrôle parlementaire exigeant au niveau européen. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Des propositions accueillies poliment à Tallinn, en Estonie, où Emmanuel Macron est venu en quelque sorte faire le service après-vente auprès des 28 réunis en sommet en fin de semaine, dont une Angela Merkel, vous allez l'entendre, surtout préoccupée, elle, par sa propre majorité. Il y a un large consensus entre l'Allemagne et la France. Nous devons naturellement parler encore des détails. Mais je suis fermement convaincue que l'Europe ne peut pas en rester là et doit continuer à se développer. Voilà, ça c'était Angela Merkel enthousiaste, vous le comprenez, par le projet d'Angela Merkel. Elle a du mal à cacher. Généralement, même quand elle est très enthousiaste, ça ne se voit pas vraiment. C'est pas non plus transcendant. Elle est discrète. C'est sa nature ou c'était peut-être le mauvais moment aussi. Est-ce qu'il y a un problème de timing dans la proposition d'Emmanuel Macron ? Moi, je pense qu'il y a eu un aléa électoral, mais je veux dire, qui était possible aussi et prévisible, donc on n'est pas dans le monde total de la... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a maintenu un discours très très offensif sur l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sait quand même que chez les Allemands, il y a une partie qui est très très en prudence, mais il y a aussi des gens qui sont fervents pro-européens, donc on va voir ce qui se passe. Et puis je trouve aussi qu'en termes de dynamisme, il y a eu un effet choc quand même, c'est-à-dire qu'on a une France qui était supposée être vermoulue, fatiguée, repliée sur elle-même, le grand malade de l'Europe à venir. Je me rappelle d'une couverture de The Economist il y a 4 ans, de Time Bomb, de French Time Bomb. Et puis d'un seul coup, il y a cette espèce de rapport de force, il y a cette espèce de rapport de dynamisme qui change, avec un président jeune d'un côté, une chancelière qui a quand même subi un petit revers électoral. On sent qu'elle est en fin de mandat. Elle a quand même gagné les élections, mais elle est en fin de parcours. Donc, le problème, elle va dépendre des libéraux qui n'en veulent pas. Oui, mais elle a aussi des Greens, elle a aussi des Verts qui vont pousser de l'autre côté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les Allemands sont à peu près d'accord sur tout, sauf tout ce qui concerne l'euro et l'argent. Pas de zone renforcée, pas de ministre, pas de mutualisation des dettes, pas de, parce que mes retraités, mes salaires, etc. Donc, tout le débat est là. Et le fait que Macron mette les pieds dans le plat en disant il ne peut pas y avoir une Europe plus puissante, plus forte, sans qu'on trouve une forme d'arrangement politique sur l'euro au-dessus de la monnaie, et je pense que c'est l'essentiel du discours. Tout est là. Il a visé juste, moi, je trouve qu'il n'a pas forcément mis tout à fait les pieds dans le plat. Je trouve qu'il a été un peu plus discret que d'habitude, justement, parce que le timing n'est pas forcément idéal et qu'on connaît la force du couple franco-allemand. C'est un couple, donc nous avons besoin de l'Allemagne, nous avons besoin d'Angela Merkel. Et je crois que, en fait, c'est le temps qui affaiblit un tout petit peu Angela Merkel, là, qui fait qu'elle va avoir besoin de temps pour créer et former sa coalition. Plutôt, oui. Ça, c'est ça l'élément principal qui fait qu'il va y avoir quand même forcément du côté allemand, du point de vue allemand, d'autres thèmes qui vont être prioritaires. Et peut-être, je dirais, à mon sens, celui des migrants. Est-ce qu'il y aura un changement de ton de l'Allemagne à propos de la politique migratoire? Je pense que peut-être ces priorités-là seront un peu différentes des nôtres. Macron parle effectivement de l'eurozone et les Allemands vont nous répondre politique migratoire. José-Manuel Lamarque. En gros, maintenant, voilà, on attend des Allemands des réponses. Emmanuel Macron voulait attendre justement l'élection allemande pour livrer vraiment sa vision européenne et faire des propositions à l'Allemagne.
il est d'une certaine manière déçu ou affecté par le résultat de ces élections qui finalement vont pas vraiment dans son sens. Il aurait gagné à voir Angela Merkel confortée. Moi, je pense que d'abord une chose, quand le président Macron parle de rénovation des institutions européennes, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, ces institutions, il faut les rénover. Quand Anne, vous parlez de couple franco-allemand, ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, on dit le couple, en Allemagne, on dit le partenariat, partnerschaft. C'est pas du tout pareil pour eux. C'est plus réaliste. C'est moins sexy. Voilà, c'est moins sexy. Ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé dimanche soir en Allemagne, on attendait 10% pour l'AfD, le Parti nationaliste, c'est 13%. Alors l'AfD aujourd'hui, c'est près de 93 députés sur 700 et quelques au Bundestag. C'est l'arrivée. Ce parti est récent. C'est très récent. En plus, l'AfD il est numéro 2 comme parti en Bavière et au Bade-Württemberg. Que bientôt on va avoir des élections en Basse-Saxe, et on sait que l'AfD va faire encore un score, et que le problème aujourd'hui de l'Allemagne, c'est qu'Angela Merkel, on va pas voir un gouvernement allemand avant plusieurs semaines. Voilà, c'est ça, je dirais même peut-être plusieurs mois. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que Wolfgang Schäuble est out, et qu'a priori, c'est Christian Lindner qui va reprendre les finances, le patron du FDP, qui est pas connu pour être sur les positions de Macron. Alors, il semblerait qu'il risque aussi d'y avoir un ministre des Affaires étrangères qui, lui, sera très pro-Macron. Ouais. Et donc, quand même, on voit la difficulté de l'attelage allemand. En fait, mais la nécessité. Mais attention, le gouvernement allemand, on va pas avant plusieurs semaines, parce que s'il y a coalition, il n'y aura pas le grosso coalition comme il y avait avant avec le SDP. Si les libéraux sont d'accord dans la loi électorale allemande, s'ils sont d'accord pour faire une coalition, après, le parti revient vers tous ses adhérents, savoir s'ils sont d'accord pour la coalition. Oui. Martin Schulz, qui est le patron du SPD, pourquoi Martin Schulz veut rester dans l'opposition ? Parce qu'il veut rester le premier parti d'opposition, pour que justement ce ne soit pas l'AfD le premier parti d'opposition. Mais ça me rappelle quelque chose en France. Oui, donc tout ça tient un fil. Je pense quand même qu'on va rentrer dans une ère qu'on ne connaissait pas, qui est celle de l'affaiblissement de l'Allemagne. Moi, je suis un peu direct. Oui, je pense. Vraiment, tu penses ? Je pense parce ils ont un leadership qui va être quand même très complexe entre des conservateurs, des verts, des libéraux qui n'ont pas du tout les mêmes idées sur tout et rien. 2, ils ont d'immenses, on en avait parlé, je crois, la semaine dernière, ils ont d'immenses problèmes démographiques, ils ont d'immenses problèmes industriels, ils ont d'immenses problèmes d'investissement. La rénovation publique. Donc on sent bien qu'il y a un espèce de moment pivot pour l'Allemagne, avec peut-être un renouvellement des élites aussi qui est pas facile, etc. Donc tout ça, ça va les occuper. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de transfert du centre de gravité de l'Europe vers Paris, ce qui est quand même pas négligeable, même pour la France. Et une tentative française d'entrer dans les clous de 3%, de mettre un peu d'ordre dans les finances. Alors ça se passera peut-être pas très bien sur le plan politique. Du budget cette semaine. Oui, ça se passera probablement pas très bien sur le plan politique, mais en tous les cas, il y a une tentative de faire. Pardonnez-moi, la France se doit d'être exemplaire si elle veut obtenir de ses partenaires. On peut pas avoir le butter and the milk and the cream and the sausages et tout ça. C'est-à-dire que si on veut être le moteur de l'Europe pour les 5 ans ou les 4 ans qui viennent, c'est-à-dire le temps en fait du mandat de Macron et du mandat de Merkel, il faut qu'on soit plus strict sur le plan, j'allais dire, de nos comptes. Le deuxième point qui est très intéressant dans son discours, et je pense que là, peut-être que les gens plus jeunes seront touchés, c'est de dire si on ne s'unit pas, si on ne crée pas des entreprises qui sont à taille européenne, si on ne met pas en commun nos moyens, etc., on va se faire ratatiner ou par les Chinois, ou par des Américains revigorés un jour, etc. Et donc ça, je pense aussi que c'est un discours que peu d'Européens tiennent en disant, en termes de puissance, notre seule chance, c'est d'être ensemble sur des modalités à discuter. Mais je pense que ça va bouger un peu. Et c'est la raison pour laquelle, oui, l'Europe à plusieurs vitesses, c'est une évidence. Ça fait 20 ans qu'on en parle, mais aujourd'hui, c'est évident. Rappelons une chose pour les élections allemandes. La CDU-CSU a perdu 1 million de votes en faveur de l'AfD. Le SPD, les socialistes, 500 000. Et que s'est-il passé au sein de l'AfD ? Eh bien, Frank Petri, qui était l'égérie de l'AfD, a démissionné. Il ne reste plus maintenant qu'Alice Weidel et puis Alexander Gauland. Et Weidel, attention, c'est pas Petri. C'est plus que l'égérie. Et l'Allemagne aussi, ce qui va être compliqué pour les Allemands, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être la rénovation publique, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les industries, les chemins de fer, etc. Ça va coûter une fortune à l'Allemagne. Le tournant énergétique, le fleuron allemand, l'automobile, va falloir qu'on mette de l'ordre dans l'automobile allemande. Il y a eu assez de scandales comme ça. Et dans 4 ans, il faut trouver quelqu'un. Parce que Angela Merkel partira, c'est sûr. Oui. Alors, est-ce que ce sera Ursula von der Leyen, qui est la ministre de la Défense, peut-être, mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, fait parler d'elle, parce qu'il va falloir rénover en plus l'armée allemande. C'est bon, ils ont du boulot. Vous nous donnez déjà notre calendrier des 6 prochains mois d'émission.
Calendrier. Les propositions Macron et puis bien sûr l'après-élection allemande. Là. Calendrier, timing, mais justement, Macron veut refaire l'Europe, ce dessin de millions, dessinateurs français. Angela, tu viens, on va reconstruire l'Europe. Et on disait qu'elle était bien occupée à sa tambouille, à préparer cette coalition. J'ai plusieurs gens à reconstruire. Pas très sympa sa cuisine, un peu de Verts, un peu de FDP, un peu de SPD, un peu de AFD. Bref, c'est pas le moment pour Angela, en quelque sorte. Et puis excellent dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge qu'on aime beaucoup. Du coup, Macron, effectivement, en profite. Il prend le lead, il prend le relais. J'aime beaucoup ce jeu de proportion dans les drapeaux, dans les attitudes et dans, effectivement, les regards. Il y en a un le petit jeune qui toise la vieille mère. Et puis alors, ce dessin intéressant aussi de Martin Woltering, dessinateur des Pays-Bas pour Cartoon Movement. Récemment, effectivement, Juncker appelé à une Europe, à un rêve d'Europe fédéraliste et libérale. He had a dream. Et puis on voit que derrière, là, il y a deux types qui s'affairent pour lui passer la camisole de force. Est-ce que le rêve européen est encore possible ? Je vous signale qu'on parle d'Europe, de relance d'Europe. Pendant toutes ces minutes, nous n'avons parlé que de l'Allemagne et de la France, pratiquement. Oui. Alors, c'est peut-être là aussi le problème. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du départ de Wolfgang Schäuble. Oui. Il ne part pas, parce qu'à 75 ans, il va devenir président du Bundestag. Quelle chance pour le Bundestag. Ils vont devoir travailler avec Schäuble. On leur souhaite du courage. On va parler de la suite. Et la suite, vous avez fini, Laure. C'est d'abord cette visite. La visite, elle fut courte, mais elle en dit long sur le chemin parcouru, puisqu'il y a moins de 2 ans, Vladimir Poutine accusait, photo à l'appui, son homologue turc Erdogan de détourner du pétrole irakien en commerçant avec Daesh. C'était après qu'un chasseur russe a été abattu par des F-16 de l'armée turque. Et bien hier, jeudi, les 2 hommes se sont vus à Ankara à l'occasion d'un dîner entre amis. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé en tout cas. C'est pas la première fois qu'ils se revoient depuis l'incident, mais la relation elle est au beau fixe, du moins en apparence, sur la Syrie, sur l'Irak, sur le Kurdistan et même sur les contrats d'armement. Écoutez. Grâce à la mise en place de zones de désescalade, nous avons créé les conditions nécessaires pour éviter les violences, mettre fin à la guerre civile, éliminer les terroristes et aider la population à retrouver des conditions de vie normales. Grâce à ces efforts, la possibilité d'une solution politique en Syrie progresse de jour en jour. Nous défendons l'intégrité territoriale de l'Irak et de la Syrie. Malheureusement, notre région se retrouve aujourd'hui fragilisée. Le référendum organisé au Kurdistan irakien n'a aucune légitimité vis-à-vis de la constitution irakienne et des lois internationales. Malheureusement, le gouvernement régional a fait une grave erreur en organisant ce référendum. Anne Niva, vous voyez Vladimir Poutine essaie d'élargir le sujet. Il est focus sur le Kurdistan en ce moment, Erdogan. On se demande pourquoi, parce qu'il a longtemps été quand même assez proche des autorités du Kurdistan irakien. Aujourd'hui, visiblement, c'est son cheval de bataille. On va d'ailleurs écouter ensuite un autre sonore qui est édifiant. Poutine et M. Erdogan sont des amis. C'est Poutine qui le dit. Et il faut le croire. C'est-à-dire, ça fait partie de toute cette stratégie relativement réussie quand même, du point de vue de l'opinion publique russe, qui est d'avoir réussi à transformer justement la Turquie en un partenaire. Alors n'oubliez pas que nous avons très bientôt en Russie des élections présidentielles. Poutine n'est pas encore en campagne, mais évidemment, il va l'être bientôt et il va évidemment être réélu en mars 2018. Et donc, j'arrive de Russie où je viens de passer un mois. On sent quand même que dans la population russe, la population russe est lassée de cette guerre en Syrie et Poutine l'a senti. Donc Poutine ne veut pas d'éclat avec ses amis turcs. Il n'en a pas du tout. D'autant que ça marche, les zones de désescalade, en tout cas, elles semblent mieux marcher que le processus de Genève pour l'instant. Oui, mais le pilonnage permanent de Idlib par l'aviation russe ces derniers jours irrite quand même le gouvernement turc. On les comprend parce qu'ils n'ont peur que d'une chose, c'est bien sûr d'une nouvelle vague de réfugiés. Une nouvelle vague de réfugiés qui leur arriverait sur leurs frontières. Alors c'est une visite éclair, mais une visite positive qui va véritablement dans ce sens-là, très stratégique comme d'habitude de la part du président Poutine. Zélimam, il y a des convergences naturelles ou bien quand on regarde la carte, des intangibles qui font que ces deux-là ne pourront jamais être véritablement amis ?
D'abord, le mot ami. Non, je parle d'alliés stratégiques en fait. Business, c'est un peu peut-être excessif. Non, mais ils ont beaucoup de points de convergence. Ils se ressemblent surtout. Ils se ressemblent sur le plan du tempérament. Ils ont une même approche. Ils ont une même approche du pouvoir. Ils font des palais. Ils aiment bien vivre dans 57 000 mètres carrés. Il y a quelque chose, l'appareil militaire, le pouvoir fort. Pouvoir. Donc ça joue. Après, il y a des intérêts communs et business d'ailleurs, parce que en préparant 3 minutes, j'ai vu qu'il y avait aussi des contrats de centrales nucléaires, Turkish Pipeline, etc. Donc il y a aussi de l'argent derrière tout ça. Et puis il y a quand même pour nous, Euro-Américains, OTAN, etc., une discussion intéressante à avoir, parce qu'après tout, notre flanc Est, notre allié, notre pilier de la défense, notre porte sur l'Orient est en train de boire non, il boit pas, est en train de manger du caviar avec nos amis russes. Transiter du gaz russe. Donc quand même, ces mouvements, ces shifts stratégiques, parce que là, on est vraiment dans un shift stratégique. Le fait que quel que soit X, l'influence de Poutine au Moyen-Orient aujourd'hui est réelle, que le poids de la Russie sur l'affaire syrienne est incontournable. Ils ont pris des positions avec des forces, des troupes, des gens. À la mesure de notre absence. À la mesure de notre absence et de notre déliquescence, les Américains sont focalisés sur la lutte contre l'État islamique, donc c'est assez ciblé. Mais voilà, donc il est un peu le patron du jeu. Il négocie avec son ami turc, moi je pense que Poutine n'a pas beaucoup d'amis, mais il négocie avec son partenaire turc. Et ils ont quand même... Alors voilà, moi je trouve que ce qui devrait nous interpeller beaucoup, c'est quand même ce changement, cette création de cette taxe qui est quand même pas négligeable. Avec des batteries antimissiles. Ah oui, puis ils veulent acheter russes, des fameux les S-400, les S-400 qui sont... Non, mais je pense qu'aussi Erdogan... un pays de l'OTAN. Oui, c'est ça qui il veut acheter des S-400 russes. C'est ça qui est très, très étonnant. Et surtout, la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. Il ne faut pas l'oublier. C'est la deuxième, un petit peu épuisé par une purge massive de pilotes, au point qu'ils ont demandé à des pilotes civils de reprendre Mais je pense que Erdogan en a tellement fait en Turquie qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il se cherche des amis. Et lui aussi, il a des élections. C'est que lui aussi a des élections et lui aussi doit rassurer les Turcs et essaie de se trouver quand même des partenaires. Et ça, c'est très compliqué pour lui parce que faut pas oublier que le nombre de gens qui sont en prison en Turquie, que ce soit les militaires, les juges, les journalistes, les intellectuels, etc., ça fait beaucoup, il faut quand même qu'il montre une image à la population turque digne d'un chef d'État. C'est peut-être ça son problème aussi. Et que lui reste-t-il ? Il lui reste d'abord Poutine. Oui. Et alors cette obsession nouvelle du Kurdistan, on va l'entendre. On va entendre aussi Massoud Barzani qui défend lui son référendum coûte que coûte contre Bagdad. Oui, mais voilà, désormais il a face à lui notamment la Turquie qui menace tout simplement de ne plus faire transiter son pétrole sur 600 000 barils jour. 550 000 vont par la Turquie et il le dit d'affamer les Kurdes. Écoutez. Le gouvernement régional du Kurdistan s'est de fait brûler les ailes avec cette tentative d'indépendance insensée. Je n'accepte l'indépendance de personne. Voilà, il accepte l'indépendance de personne. C'est lui l'arbitre des élégances. Non, mais le Kurdistan, c'est un problème turc. Je veux dire, c'est essentiel, consubstantiel. On voit bien à quel point dans le psyché turc, cette identité kurde est absolument inconcevable. Mais le Kurdistan irakien, ça leur allait très bien pour l'instant. Oui, mais parce qu'il était neutralisé. Parce qu'il neutralisait le PKK, surtout les empêchait de passer. Il faut quand même rappeler que les Kurdes sont la plus grande communauté au monde, par le nombre de gens qui se reconnaissent comme Kurdes, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas d'État. Oui. Donc c'est quand même sur le fond politique, c'est une vraie discussion, au moins pour... Après, on se rend bien compte que ce Moyen-Orient qui a été construit à coups de crayons post-coloniaux, d'intérêts de puissance, si on ouvre aujourd'hui effectivement un premier Kurdistan indépendant, pourquoi pas un deuxième, pourquoi pas un troisième, et qu'est-ce qui va se passer en Syrie, qu'est-ce qui va se passer en Turquie? Donc on voit bien l'effet boule de neige. Et là encore, il y a aussi le problème de l'Irak, très rapidement. Je veux dire, une des raisons de l'évolution du Kurdistan, c'est aussi la déliquescence irakienne, la prise du contrôle par les religieux. Les Kurdes sont nettement moins sur ce terrain-là. Et puis la discussion pétrolière avec ça. Bref, on voit bien que tous les éléments de quelque chose d'extrêmement complexe et dangereux se mettent en place à nouveau dans une espèce d'histoire qui se répète depuis des années et des années dans ce Moyen-Orient qui ne trouve pas un équilibre des peuples et des frontières qui permettrait de le stabiliser. Anne Niva, d'abord, est-ce que l'unité de l'Irak est vraiment menacée aujourd'hui? Est-ce que le moment était bien choisi pour les Kurdes d'aller vers ce référendum d'indépendance? Est-ce que ça
va ralentir ou affecter la lutte commune sur le terrain, en tout cas contre les groupes djihadistes? Je ne sais pas s'il y a vraiment un bon moment. Ça fait plus de 10 ans que je vais en Irak pour y couvrir cette guerre, et ça fait plus de 10 ans que je sens de part et d'autre la violence arriver, bien sûr. Mais là, on parle de l'Irak, qui est un pays en guerre. Et ça biaise tout, ça a des conséquences surtout. Effectivement, que le Kurdistan, la région autonome du Kurdistan, était pour toute la population, y compris les Arabes de Bagdad et même du sud chiite, un havre de paix. Un havre de paix. Et que le Kurdistan s'est pris au jeu, que le Kurdistan, avec bien sûr la connivence de la Turquie, avec laquelle les relations commerciales sont quand même gigantesques. Tout le pétrole kurde, par où passe-t-il ? Il va évidemment en Turquie, c'est très très important. Alors en même temps, j'ai senti également ce raidissement qui aboutit aujourd'hui à ce référendum. Moi, je suis extrêmement préoccupée par, et je l'ai toujours été, j'ai beaucoup de mal à faire en sorte que ça préoccupe en Europe, par le statut de la ville de Kirkouk. La ville de Kirkouk, qui est une ville de... C'est l'un des enjeux de ce référendum. Voilà, une ville métissée arabe, kurde, turkmène, qui est une ville qui, depuis la chute de Saddam Hussein, a été kurdisée. Et oui, parce qu'elle ne faisait pas partie du Kurdistan. Mais elle était intégrée de fait. Elle ne fait pas partie, théoriquement, et sur les cartes du territoire autonome. Mais elle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires disputés. Oui. Parce que ça a arrangé quand même tout le monde à la fin de Saddam Hussein, et surtout depuis l'existence de Daesh en Syrie, que les Kurdes avancent et puissent faire face. Ils étaient les seuls, il faut le reconnaître. Ils étaient les seuls à faire face sur 1 millier de kilomètres à Daesh. Qui voulait y aller ? À Bagdad, personne ne voulait y aller. Avec des femmes très courageuses. Avec des femmes très courageuses, avec donc une population kurde qui a besoin d'être reconnue. Mais bien sûr que ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Et j'ai bien peur que ces sanctions qui commencent par ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire ces problèmes dans les aéroports, changent de nature. Même si je ne crois pas qu'on peut faire pire que ce qu'ont déjà vécu les deux parties, c'est-à-dire des tensions guerrières, militaires, pratiquement tout le temps à leur apogée. C'est-à-dire que les populations sont habituées à ce genre de tensions. On n'est pas en Espagne, on n'est pas en Catalogne. Oui. On est plutôt dans le maquis. On est dans la vraie guerre, l'ultra-violence. Laure Simoès, la rencontre Poutine-Erdogan et puis ce référendum maintenant passé du Kurdistan irakien. Un excellent dessin de Fadi Toun, dessinateur syrio-palestinien de Norvège. Pourquoi Erdogan et Poutine, les deux mains se sont rencontrés, mais pour voter non au référendum. Pour Poutine, c'est moins clair. Oui, c'est moins clair, en effet. Mais enfin, bon, pour l'instant, il n'est pas tout à fait contre. Oui. Voilà. Il n'y a que les Israéliens qui sont franchement pour, en fait, dans ceux qui sont prononcés. Franchement pour, sauf pour leurs Palestiniens, que ça, c'est pas possible. Pas d'indépendance. Et puis de toute façon, Poutine. C'est la géométrie variable. Poutine, son problème, c'est le Caucase, et les Kurdes sont aussi dans le Caucase. Un dessin d'Emma Dajjaj, dessinateur jordanien pour Alaa Arabi-Jadid, qui se lit donc de droite à gauche, évidemment. Référendum en Kurdistan irakien. Donc on voit Massoud Barzani. Le vote. Et puis après, on a intérêt à se boucher les oreilles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et effectivement, on peut dire que le drapeau du Kurdistan, en ce moment, c'est un peu celui-ci, avec ce dessin de Steph, dessinateur français qui vit en Thaïlande. C'est pas un soleil qui est au milieu, c'est une étincelle explosive avec la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, tout autour. Donc on est vraiment sur une poudrière, effectivement. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas forcément comparer ce référendum avec le référendum catalan, en effet. Et puis un excellent, pour terminer, dessin de Dilem, dessinateur algérien. Les Kurdes d'Irak ont réussi leur pari, c'est vrai. Ils ont voté. Et donc, la taille, pour l'instant, du Kurdistan a la taille d'un isoloir. C'est déjà un bon début. Merci beaucoup, Laure Simoès. Merci à Niva, José-Manuel Lamarque et Ziad Limam d'avoir accepté de débattre de l'actualité. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.